Qui aurait cru qu'en plein 21e siècle, un après-midi d'été, un policier blanc aurait assassiné à la face du monde un homme noir, en posant de sang-froid le genou sur son cou pendant 9 minutes et 29 secondes, tel un serpent qui s'enroule autour de sa proie jusqu'à ce que mort s'ensuive. En effet, ce 25 mai 2020, en plein jour, George Floyd fut tué par asphyxie par le policier Derek Michael Chauvin à Minneapolis, dans le Minnesota aux États-Unis. En plein jour. Vous me direz que c'est un énième meurtre d'Afro-Américains par un policier blanc. Vous avez 1000 fois raison. Mais quel crime commettent ces Noirs? La réponse est aussi simple que cynique et elle glace le sang. Le fait d'être noir dans une civilisation fondée sur le racisme et la ségrégation. On le voit bien. Même si les lois ont changé, les structures, les mentalités, les institutions, elles demeurent. Il existe des codes non écrits qui font perdurer les inégalités sociales et économiques. On parle alors de privilèges blancs et de racisme systémique. Concrètement, cela veut dire qu'il demeure des verrous structurels, têtus, qui rendent pénible le progrès des Noirs. Cela ne veut pas dire que des individus noirs ne s'en sortent pas, mais collectivement, nous demeurons au bas de l'échelle. Nous devons chercher à comprendre ce qui nous est arrivé à nous les Noirs, comment et pourquoi nous en sommes là. Mettre à nu les mécanismes qui nous gardent en queue de peloton et faire sauter les verrous qui nous empêchent de progresser. Tel est le propos de l'émission d'aujourd'hui. Avril 2021, Jean Fils-Aimé. Caméra et montage, Winnie J, microphone, Jean Fils-Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez passer cette heure avec nous à réfléchir sur les mécanismes qui produisent la brutalité policière. Vous l'avez compris, le contexte s'est imposé de lui-même cette semaine. Une bonne nouvelle nous est enfin survenue. Après presque qu'un an d'attente, le policier Derek Michael Chauvin a été reconnu coupable de meurtre, a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre contre notre frère George Floyd. C'est une bonne nouvelle, il n'y a pas à en sortir de là. C'est une nouvelle si rare que, même si elle nous paraît petite, il faut s'en réjouir. En même temps, nous avons une pensée profonde pour la famille, pour les enfants, pour la conjointe, pour les frères et les sœurs qui ne reverront jamais notre frère George Floyd. Mais je me suis posé la question. Et si Derek Chauvin était seulement l'arbre qui nous empêche de voir la forêt? Se pourrait-il que Derek Chauvin ne soit que l'instrument de l'assassinat et que l'assassinat a été perpétré par un système qui produit des Derek Chauvin? Voilà le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Pendant que nous sommes soulagés du verdict de culpabilité, je ne voudrais pas que par naïveté on perde de vue la forêt qui produit ce type d'arbre. Nous allons voir en quoi consiste la forêt et surtout comment mettre à nu les mécanismes qui font en sorte que les Noirs demeurent les cibles de la brutalité policière dans les pays occidentaux. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Je vous veux éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure.
Je voudrais qu'on fasse un peu d'analyse psychologique du langage corporel de Derek Chauvin. La vidéo que vous êtes en train de visionner, c'est son comportement, le langage corporel qu'il a eu au moment où on a prononcé le verdict de culpabilité. Je vous invite surtout à regarder ses yeux. Comment ses yeux se promènent de gauche à droite, de droite à gauche. Le gars, il est surpris. Le procès a duré plusieurs semaines. On a fait se dérouler dans le tribunal plusieurs témoins, plusieurs experts qui sont tous venus dire que le policier Derek Chauvin a utilisé une force disproportionnée et que ce ne sont pas les opioïdes qui ont tué George Floyd, mais que c'est vraiment la brutalité du geste qui consiste à poser le genou sur le cou de George Floyd qui l'a tué. Mais pour Derek Chauvin, tout cela était une pièce de théâtre et il connaissait déjà la fin du film. Quelle est la fin du film? Au bout du compte, le jury allait le disculper pour toutes sortes de raisons, parce que c'est toujours comme cela que ça s'est déroulé. Je vous donne un petit chiffre. Savez-vous que sur les 15 dernières années, précisément dans l'État du Minnesota, à chaque fois qu'un policier blanc est accusé du meurtre, n'est-ce pas, d'un homme noir, il est acquitté. Et on peut littéralement compter sur les doigts d'une main le nombre de fois sur les 15 dernières années qu'un policier blanc a été reconnu coupable du meurtre d'un homme noir, 5 fois. Derek Chauvin a dû se dire, écoutez, c'est business as usual. Et dans son cas, c'est vraiment business as usual. Vous savez que ce policier-là, c'est un policier qui a été médaillé pour sa bravoure. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas la première fois qu'il pose le genou sur le cou d'une personne. Il a déjà posé le genou sur le cou d'une femme noire. Et plutôt que d'être suspendu, plutôt que d'être sanctionné, eh bien, le monsieur, il a reçu, n'est-ce pas, des médailles. Il est connu dans le bureau de police pour être un dur travailleur. Et donc, regardez encore une fois les yeux. Derek Chauvin, il est surpris, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de différent des autres fois? Qu'est-ce que moi, en tant que policier blanc, j'ai fait de contraire à ce qu'on m'a enseigné? On m'a enseigné, comme policier blanc, de traiter différemment un homme noir d'un homme blanc. Et s'agissant d'un homme noir, ce n'est pas à proprement parler un citoyen, je peux l'asphyxier comme je veux, et s'il meurt, si d'aventure il mourait, les communiqués sont déjà écrits pour dire comment il meurt. Et vous notez quelque chose. À la mort de George Floyd, le jour de sa mort, avant que le monde n'ait vu cette fameuse vidéo qui montre que George Floyd a été littéralement assassiné par un policier blanc, eh bien, le bureau de police de la ville avait sorti un communiqué déjà écrit. Pour des cas pareils, un homme noir vient d'être déclaré mort à la suite d'un incident entre un policier et lui. Aussi simple que cela. Formule conventionnelle, formule laconique, aucune accusation. Un homme noir a été déclaré mort à la suite d'un incident entre un policier et lui. Point. Ce n'est qu'après, lorsque la vidéo est devenue virale et que tout le monde a commencé à se rendre à l'évidence qu'il ne s'agit pas d'un cas de mort, mais qu'il s'agit plutôt d'un meurtre, qu'il s'agit d'un assassinat de sang-froid, ce n'est qu'alors que la communication a changé. Et même là encore, la première autopsie qu'on a faite sur le corps de George Floyd disait qu'il était mort, n'est-ce pas, des problèmes d'opioïdes. Puisqu'on sait qu'il avait des problèmes de dépendance à la drogue, eh bien, c'était tout tracé
la cause de sa mort. Il a fallu que la famille demande une autre autopsie pour qu'on sache la vérité. Imaginons un instant, si cette jeune fille de 17 ans, Darnella Frazier, n'avait pas pris le risque, car c'est un risque énorme qu'elle a pris, de filmer cette scène lugubre d'un policier blanc entouré de 3 autres policiers. Si Darnella Frazier n'avait pas pris le risque de filmer cette scène, qu'est-ce qu'on saurait de la cause véritable de la mort de George Floyd? On aurait eu un communiqué conventionnel disant qu'il résistait à son arrestation et que, à la suite de sa résistance, il est mort de son usage des opioïdes, qu'il est mort de son usage de la drogue et que les policiers, en particulier Derek Chauvin, n'a rien à voir. Or justement, quand on prend le temps de passer à travers le dossier de Derek Chauvin, le monsieur, il a un dossier épais comme ça, là. Pour toutes sortes de causes, pour toutes sortes d'utilisations de force excessives, mais à part quelques petites tapes sur le dos de la main, à chaque fois, l'homme est remercié, il est récompensé. Je vous ai dit que c'est un policier médaillé. En sorte que, encore une fois, revenons à cette vidéo. Regardons ses yeux. Lorsque le juge a prononcé la sentence, il se dit, mais le juge ne réalise-t-il pas que je suis blanc et que la victime est une personne noire? Le juge ne réalise-t-il pas que je suis policier et que j'ai tué ce nègre dans le cadre de mon travail comme tant d'autres policiers ont fait? En effet, 2 ou 3 heures avant le prononcé de ce verdict, une autre personne noire a été tuée par un policier. Quelques jours avant ce verdict, c'est une policière blanche qui a abattu de sang-froid un homme de 20 ans. Et vous savez quel a été le prétexte? Madame la policière a confondu son taser avec son revolver. Soit que cette femme est une imbécile, ou bien qu'elle nous prenne tous pour des imbéciles. Non seulement un taser et un revolver n'ont-ils pas le même poids? Ils ne se ressemblent pas du tout. Et normalement, cette policière est une personne entraînée. Plus de 20 ans d'expérience. Madame est censée savoir que l'instrument qu'elle a utilisé n'était pas un taser, mais était un véritable revolver. Donc, des Noirs qui sont tués par des policiers blancs, ça arrive tous les jours, et 9 fois sur 10, les policiers sont acquittés. Et Derek Chauvin doit dire au juge, mais ne réalisez-vous pas qu'on est ensemble? Vous êtes blanc, je suis dans un pays de blancs, j'exerce mon travail de policier blanc contre un nègre, mais on s'en fout qu'il soit mort, d'autres sont morts, pourquoi moi cette fois-ci? Voilà pourquoi à l'émission d'aujourd'hui, je voudrais que l'on considère non pas l'arbre, mais la forêt qui a produit Derek Chauvin. Car vous savez, ce que le système veut, c'est qu'une fois que Chauvin est allé en prison, qu'on se mette à applaudir, comme si on venait d'avoir un trophée, comme si on venait de mettre un terme au racisme, comme si on venait de faire sauter le système, et le système va continuer de plus belle. Vous allez voir, hélas, il y aura d'autres policiers qui vont tuer d'autres Noirs dans les prochains jours et on va continuer à avoir le focus sur Derek Chauvin et ces autres policiers non seulement risquent de passer à travers le filet, mais on risque d'oublier encore une fois de se questionner sur le système qui produit ce genre de policiers. Là, pour l'instant, on a les yeux fixés sur les États-Unis. Mais ce type de comportement-là, on le retrouve dans tous les pays occidentaux. On le retrouve chez nous, ici au Canada. On le retrouve ici au Québec. Vous le retrouvez, n'est-ce pas, partout, peu importe le pays occidental dans lequel vous vivez, c'est le même mécanisme. Le noir est un citoyen de seconde zone. Il est normal que le policier exerce sa brutalité contre une personne noire. Et là,
pour sauver le système, je dis bien, pour sauver le système, on envoie Derek Chauvin en prison. Mais pas parce qu'on veut rendre justice à George Floyd. C'est vraiment pour sauver le système. Or, vous et moi qui sommes noirs, qui sommes les victimes de la brutalité policière, nous devons apprendre à voir au-delà de l'arbre et regarder la forêt qui a produit ce genre de comportement. Vous savez, être noir, je tiens à vous le dire, ce n'est pas seulement une question de couleur. Si ce n'était qu'une question de couleur, cela jouerait à notre avantage scientifiquement. Cela jouerait à notre avantage physiquement. Cela jouerait à notre avantage anatomiquement parlant. Je n'ai pas à vous faire tout un cours de science. Si être noir était seulement une question de couleur de peau, eh bien, on serait au haut de la hiérarchie sociale. Mais être noir en Occident, c'est un ensemble de réflexes qu'on vous a instillés dès votre enfance. Vous êtes inférieur. Être noir en Occident, c'est une place qu'on vous assigne. Vous devez être au plus bas échelon de l'échelle sociale. Vous devez avoir un taux 2 fois plus élevé que le chômage. Vous devez vous attendre à être interpellé jusqu'à 5 fois plus par les policiers que toute autre communauté. Être noir en Occident, c'est faire l'objet de blagues racistes, mais qu'on fait passer pour des blagues, alors que ces blagues-là révèlent des comportements profonds. Être noir en Occident, c'est accepter de porter le fardeau de la richesse occidentale sans jamais avoir l'espoir de se retrouver au sommet. Mais vous me dites, si être noir, c'est une fabrication occidentale, si être noir, c'est une place qu'on vous assigne, si être noir, c'est accepter d'être inférieur aux autres, mais quand est-ce que ça a commencé? Je vous le dis là, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a commencé précisément au XVe siècle. Nous allons voir comment tout ça a commencé. Nous allons parler des 3 moments fondateurs qui font du noir une fabrication occidentale. Et si on ne prend pas le temps de remonter à ces 3 moments fondateurs, de comprendre comment ces moments-là se perpétuent aujourd'hui encore, on ne sera jamais en mesure de voir clair dans ce système de ségrégation, dans ce système de hiérarchisation des communautés, pour finalement faire sauter les mécanismes et prendre la place qui nous revient. Pensez-y, est-ce normal qu'au XXIe siècle encore, on soit jugé sur la base de sa couleur? Il y a des gens qui jouent à l'aveugle, hein? Il y a des gens qui disent « Je suis noir, mais je ne suis pas racisé, mon œil ». Il y a des gens qui disent « Je suis blanc, mais je ne réclame aucun privilège blanc ». Vous n'avez pas à le réclamer, ce privilège-là. Il vient avec le fait que vous êtes blanc. Et nous allons le prouver à travers l'émission, et surtout vers la fin de l'émission. Nous réfléchirons aux moyens de faire sauter le système qui produit des Derek Chauvin à la tonne. Nous devons le faire, pas seulement pour nous, mais nous devons le faire surtout pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Voilà pourquoi je vous le dis, il ne faut pas que l'arbre nous empêche de voir la forêt. Si nous nous concentrons sur la condamnation de Derek Chauvin, nous allons laisser le système reproduire d'autres Derek Chauvin et nos enfants, nos petits-enfants, ne pourront jamais aspirer à l'égalité des chances d'avec les Blancs. Regardons maintenant les 3 moments fondateurs qui font du noir une fabrication occidentale. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. Le premier moment fondateur de la fabrication du noir en Occident,
se situe précisément au 8 janvier 1454, lors de la promulgation de la bulle Romanus Pontifex. Il faut remonter à cela. Nous sommes précisément à la fin du Moyen-Âge. L'Europe qui se targue aujourd'hui d'être un continent riche, les pays européens qui se targuent de compter parmi les nations les plus avancées, eh bien les nations européennes en ce moment-là se bouffaient entre elles, littéralement. Elles se faisaient la guerre les unes contre les autres et elles étaient confrontées à toutes sortes de problématiques, des problématiques de pauvreté, des problématiques de santé. Ils venaient de vivre ces pays-là, n'est-ce pas, la peste noire. Ils étaient à bout de souffle car les récoltes ne produisaient pas suffisamment de nourriture pour tout le monde. Et en plus, les récoltes étaient mauvaises en raison de toutes sortes de mauvais climats. Et alors, ils se sont dit, nous devons trouver des débouchés. Nous devons trouver un autre continent où nous allons pouvoir piller, où nous allons pouvoir exploiter, où nous allons pouvoir voler. Et l'Église a offert aux nations européennes le prétexte recherché, aller esclavagiser, aller asservir, aller piller, aller voler, aller envahir ce continent au nom du fait qu'ils sont des païens. Et puisqu'ils sont des païens, votre foi chrétienne, votre idéologie chrétienne, vos écritures saintes vous donnent le droit d'aller asservir, d'aller envahir, d'aller voler les ressources des autres pour le salut de leur âme. Et vous le savez, cette entreprise inhumaine, cette entreprise anti-africaine va durer littéralement du 15e siècle au 19e siècle. Près de 400 ans à piller un continent, près de 400 ans à déporter des gens, près de 400 ans à se forger une image du noir qui perdure aujourd'hui encore. Ne l'oublions pas, les amis, c'est l'esclavage qui a produit le racisme. Les gens n'ont pas commencé à être racistes pour devenir ensuite esclavagistes. Ils ont commencé par être esclavagistes et pour justifier l'esclavage, ils se sont dit, eh bien, si nous réduisons ces gens-là à l'esclavage, c'est parce qu'ils nous sont inférieurs. Si nous réduisons ces gens-là à l'esclavage, c'est parce qu'ils sont plus près de la nature que de la civilisation. Si nous réduisons ces espèces-là à l'esclavage, c'est parce qu'elles sont, ces espèces-là, plus près des animaux que des humains. Nous avons le droit de les réduire en esclavage. Et cette image du noir qui est plus près de la nature que de la civilisation, cette image du noir qui est plus sauvage que raffiné, cette image du noir qui est moins intelligent qu'une personne blanche normale, elle perdure encore. Je n'ai pas dit que chaque blanc accepte ces préjugés-là, mais le système occidental repose sur ces préjugés-là. Pourquoi le système devrait-il changer? Puisque ce sont ces préjugés qui ont enrichi le système occidental. Ce sont ces préjugés qui ont enrichi la civilisation occidentale. Et lorsque, après 4 siècles d'ensauvagement de l'Afrique, lorsqu'après 4 siècles de kidnapping de nos ancêtres, les nations européennes vont être obligées d'abolir l'esclavage, au moment où elles abolissaient l'esclavage, elles créaient une autre forme d'exploitation qu'on appelait la colonisation. Deuxième moment fondateur dans la fabrication du noir, c'est la conférence de Berlin, novembre 1884. C'est intéressant de retenir la date ici. Ne l'oublions pas. En 1884, à peu près toutes les nations européennes sont en train d'abolir l'esclavage ou l'ont déjà aboli. L'Espagne va abolir l'esclavage en 1885. Les États-Unis l'ont aboli en 1865. Le Portugal, en ce qui a trait au Brésil, va abolir l'esclavage en 1888. Mais déjà, en 1884, les nations européennes sont convoquées à Berlin pour dire, même si nous avons aboli l'esclavage des Noirs, nous ne pouvons pas laisser l'Afrique aux Noirs. Nous devons concevoir une doctrine
grâce à laquelle on va les garder dans une position d'infériorisation perpétuelle et continuer à gérer leurs biens et leurs ressources sans eux, ces Africains. Car c'est de cela qu'il s'agit. Jusqu'à présent, c'est de cela qu'il s'agit. Comment contrôler le destin du noir sans qu'il n'ait son mot à dire? Comment s'assurer que le noir continue de porter le fardeau de notre enrichissement et qu'il soit considéré encore comme un citoyen de seconde zone? Mais je voudrais aussi qu'on défasse un mythe là. Lorsque les Blancs, là, les Occidentaux ont aboli l'esclavage, ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. Hein. Mais d'abord, Haïti s'est imposé. Hein. Avant toute autre abolition par les Blancs, Haïti a imposé l'abolition de l'esclavage. Depuis le mois d'août 1791, les esclaves en Haïti ont dit basta, nous ne retournerons plus sur les plantations, nous ne retournerons plus, n'est-ce pas, sur les champs en tant qu'esclaves, si bien que le commissaire français Sontonac s'est senti dans l'obligation, en août 1793, de se rendre à l'évidence de ce que les Noirs voulaient déjà, à savoir l'abolition de l'esclavage. Et donc l'abolition qui va être suivie dans l'Empire britannique, dans l'Empire français, l'abolition de l'esclavage qu'on va retrouver plus tard aux États-Unis ou bien dans les autres colonies, que ce soit les colonies espagnoles, les colonies portugaises, n'ont pas été consenties de gaieté de cœur. C'est parce qu'entre-temps, l'Europe procède à l'industrialisation. Les ingénieurs vont construire des machines qui font plus vite ce que des humains faisaient et qui leur coûtait jusqu'à un certain point moins cher que la main-d'œuvre servile des Noirs, qui leur coûtait moins cher en termes de nourriture, car il fallait nourrir ces nègres-là. Et lorsqu'ils ont fait l'évaluation coût-bénéfice, car c'était une évaluation purement financière, les amis. C'était une évaluation purement économique. C'est toujours comme ça avec l'occidental. Le capital prime tout. Le capital prime le droit, le capital prime la dignité, le capital prime tout. Regardez la manière dont on est en train de gérer la Covid, là. Ce n'est pas tellement la santé qui explique les consignes que est-ce que ça va tuer l'économie? Si ça tue l'économie, on va faire attention aux consignes. C'est ça l'occidental. L'argent est le véritable Dieu. C'est Mammon. Et donc, lorsqu'on a fait le rapport coût-bénéfice, combien il nous en coûte d'avoir un esclave, de le nourrir, n'est-ce pas, pendant les 5 à 7 ans de vie utile, et après qu'il ne peut plus travailler, on doit continuer à le nourrir, eh bien, il était plus avantageux d'avoir des machines plutôt que des esclaves. Alors, on va procéder à l'abolition. Pas parce qu'on était pétri de valeurs chrétiennes, pas du tout. Qu'on enlève ça de notre tête, car c'était au nom de l'idéologie chrétienne qu'on a esclavagisé l'Afrique. Ne l'oublions pas, c'est le pape qui a donné le droit au Portugal et par le Portugal à toutes les nations européennes d'entrer en Afrique et de réduire en esclavage perpétuel, s'il vous plaît, nos ancêtres africains. Donc, c'était pas par humanisme, c'était pas par philanthropie, c'était pas parce qu'on était devenu tout à coup l'ami des Noirs, c'était parce que la machine coûtait moins cher pour faire ce que les esclaves faisaient. Bon. Qui dit machine, qui dit industrialisation, dit matière première. Et moi, j'appelle ça le paradoxe de l'Afrique. L'occidental n'aime pas l'Africain. Il n'a rien à foutre de l'Africain. Au fait, il aimerait ça qu'il n'y ait même plus d'Africains sur le continent africain. Mais l'occidental a besoin de matières premières. Depuis que l'occidental a découvert l'Afrique, il réalise que c'est un continent béni des dieux. C'est un continent inépuisable en termes de matières premières. Donc, tandis qu'ils n'ont plus besoin de main-d'œuvre humaine à cause de la machine, ils ont besoin de la matière première de l'Afrique. Donc, les nations européennes se réunissent à Berlin pour décider des matières premières africaines sans les Africains. Et je voudrais considérer avec vous les nations qui étaient présentes à cette conférence de Berlin en 1884. L'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, donc la Turquie, l'Espagne,
la France, évidemment, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, Norvège et les États-Unis d'Amérique. Vous notez quelque chose? Ce sont les puissances européennes et les États-Unis qui sont présents à Berlin en 1884 pour se poser la question: où allons-nous trouver la matière première pour l'industrialisation de nos nations? Et la réponse était donnée d'avance. Ces matières premières se trouvent en Afrique. Donc, nous allons gérer les ressources des Africains sans les Africains. Vous notez, ils ne se sont même pas donné le devoir, ils ne se sont même pas donné la civilité d'inviter, ne serait-ce que pour la forme, des chefs d'État africains. Ils ont décidé pour l'Afrique sans les Africains. Vous vous posez la question, mais pourquoi? Au nom du racisme. L'Africain est un élément de la nature. D'ailleurs, vous savez quel va être le prétexte légal pour coloniser l'Afrique? Je vous donne le prétexte. Les nations européennes, qui forgent, n'est-ce pas, le droit international, elles disent, écoutez, on peut envahir tout pays à la tête duquel il n'y a pas de véritables États. Or, en Afrique, il n'y a pas de véritables États. Les chefs qu'on a là, ce ne sont pas de véritables chefs d'État. Et les gens qui vivent là, ce sont plus des animaux que des humains. Et là, écoutez-moi bien, ils vont forger un concept qui va être popularisé par l'auteur anglais qu'on appelle Rudyard Kipling, prix Nobel en littérature. Ils appellent ça « The Man White's Burden », le fardeau de l'homme blanc. L'homme blanc ne peut pas supporter qu'une bonne partie, n'est-ce pas, de l'espèce humaine soit livrée autant à la sauvagerie. Il faut que l'homme blanc aille civiliser ces gens-là. Donc, on va rentrer chez eux, non pas pour voler, mais pour gérer la matière première, et au passage, on va les éduquer, on va les civiliser, on va les introduire, n'est-ce pas, à la religion chrétienne, et plutôt que de nous sentir coupables, eh bien, ces gens-là devront un jour nous remercier plus tard de les avoir éduqués, de les avoir scolarisés, de les avoir exposés à la civilisation chrétienne. Bref, ils vont nous remercier un jour d'avoir fait d'eux de véritables humains. Et vous savez quoi? La colonisation de l'Afrique va durer de 1884 jusqu'à 1960-1970. Environ une centaine d'années. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? Sinon que le fait pour un peuple étranger, pour une armée étrangère, pour une religion étrangère, car c'est tout cela, pour une civilisation étrangère, de débarquer sur le territoire d'un autre peuple dont on ne reconnaît pas la souveraineté au nom de toutes sortes de préjugés, d'imposer à ce peuple ton mode de vie au nom du fait que toi, tu es supérieur, d'obliger ce peuple à travailler pour toi à même ses propres ressources. Ça a un nom, les amis, ça s'appelle du vol. L'occidental est un voleur. Je n'ai pas dit que l'occidental était un voleur, l'occidental demeure un voleur. La philosophie occidentale, la civilisation occidentale est construite sur le vol, sur le pillage des ressources des autres et de la personne des autres. Et la colonisation va durer de 1884 jusque dans les années 1960-1970. Mais là encore, il faut pas croire que le colonisateur est parti de l'Afrique à cœur joie. Il a été forcé de le faire. Des leaders africains les ont forcés, ils se sont battus pour que les colonisateurs partent. Et, je dois le dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'oublions pas que, en théorie, les États-Unis et la Russie ne sont pas dans la colonisation africaine. Alors, puisqu'ils se sont imposés après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on est parvenu presque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les États-Unis
vont forcer les deux plus grands empires, c'est-à-dire l'Empire britannique et l'Empire français, à signer ce qu'on appelle la Charte de l'Atlantique. Et qu'est-ce que disait la Charte de l'Atlantique? Écoutez, ce n'est pas vrai que si c'est nous qui vous aidons à gagner la Seconde Guerre mondiale, nous n'allons pas rester en retrait, tandis que vous faites même pas sur des ressources dont nous avons besoin, vous allez devoir nous permettre d'entrer aussi en Afrique. Et c'est important. Parce que souvent, lorsqu'on parle de colonisation, on pense que c'est une mince affaire. Je vais vous lire un petit pays comme la France. Je vais vous lire quelle superficie la France s'était donnée grâce à la colonisation. En tant que pays colonisateur, entre 1919 et 1939, je vous lis. La France, qui est géographiquement un petit pays, a réussi à coloniser, écoutez bien les amis, 12 347 000 kilomètres carrés, superficie sur laquelle vivaient 68 690 000 habitants. Autant dire, les amis, 1/10 de la surface de la Terre appartenait désormais à la France. 1/10 de la population de la Terre. Et 5% des êtres humains faisaient partie de l'Empire français, qui était le second empire en importance après l'Empire britannique. Donc, quand je vous dis que l'Occident, la civilisation occidentale, les pays qui aujourd'hui se targuent, n'est-ce pas, d'être des pays riches, d'être des civilisations avancées, leur richesse et leur progrès se sont construits sur le vol, sur le pillage, sur le génocide, sur l'épistémicide. Vous me donnez raison. Comment un pays comme la France a pu s'attribuer jusqu'à 1/10 de la surface de la Terre? Comment un pays comme la France a réussi à se soumettre jusqu'à 5% de la population humaine? Cela s'appelait la colonisation. Quand on se pose la question aujourd'hui, mais pourquoi ils nous détestent, nous les Noirs? Il faudrait poser une autre question. Quand on voit tout ce qu'on a subi au fil des siècles, c'est comment se fait-il que nous soyons encore en vie? Comment se fait-il qu'il y ait encore des Noirs sur Terre? Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est parce que nous sommes un peuple résilient, car le plan, justement, des pays colonisateurs, c'était d'effacer la population noire sur le continent africain pour pouvoir faire main basse sur les matières premières, car ces pays-là ont encore besoin de la matière première des peuples noirs. Et j'aime à vous le dire, ce n'est pas nous qui avons besoin de l'Occident, c'est l'Occident qui a besoin de nous. Je suis haïtien et dans la sagesse populaire haïtienne, il y a un vieux proverbe qui dit « Si la vache connaissait son importance, elle ne se serait point laissée conduire par un petit garçon de 9 ans. » Vous savez, chez nous, c'est les gosses de 7, 8 ans ou de 9 ans qui conduisent les vaches, n'est-ce pas, jusqu'à la rivière. Eh bien, nous, on se dit, si la vache connaissait sa véritable valeur, elle ne se serait point laissée conduire par un garçon. Eh bien, si on connaissait notre valeur, c'est nous qui nous serions imposés à l'Occident, car l'Occident a plus besoin de nous que nous avons besoin de l'Occident. Alors, dans les années 60-70, au terme de rude lutte, au terme d'âpres, n'est-ce pas, combats menés par nos ancêtres, les colonisateurs ont accepté de donner l'apparence de se retirer de l'Afrique. Je dis bien donner l'apparence de se retirer de l'Afrique, car le mot décolonisation est un terme, n'est-ce pas, légendaire. Le mot décolonisation est plutôt une exagération légendaire. Mais vous savez quoi? À chaque fois qu'un leader africain se battait pour forcer les Belges, pour forcer les Français, pour forcer, n'est-ce pas, les Anglais à se retirer, eh bien les Anglais, les Américains, les Russes, car les services secrets s'entendent quand il faut assassiner un leader africain, eh bien ils se sont arrangés pour assassiner ces leaders-là. Pour mémoire, permettez-moi de citer quelques noms. Pensez à Patrice Lumumba, dont le corps a été dissous dans la soude par les services secrets belges et américains.
Pensez au Camerounais Ruben Niobe, abattu d'une balle dans le dos froidement par l'armée française. Pensez à Félix Roland Moumier qui a été empoisonné au thallium à Genève, en Suisse. Aujourd'hui, l'Occident, n'est-ce pas, crie à rose sur le bedet en parlant de la Russie qui empoisonne, n'est-ce pas, ses adversaires politiques. Mais lors de la décolonisation, eh bien, les puissances occidentales ont empoisonné nos leaders pour les empêcher justement de se battre pour la décolonisation. Pensons au centrafricain Barthélemy Roganda, dont l'avion a tout simplement explosé, comme par hasard, parce que ce dernier voulait justement la libération de son pays, de l'emprise française. Nous nous apitoyons tous et avec raison sur les camps de concentration dans lesquels ont été jetés tels des animaux les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça, tout le monde en parle. Et à chaque année, on nous rappelle avec raison ces horreurs-là. Mais ce qu'on ne nous dit pas et que nous devons dire à cette chaîne, c'est que les premiers camps de concentration ont été essayés sur nos ancêtres en Afrique. Imaginez, n'est-ce pas, les Allemands qui ont massacré des héros, qui les ont placés dans des camps de concentration à partir de 1904. Et c'est vraiment le premier génocide du XXe siècle. Près de 80% des autochtones, donc des gens qui vivaient parmi ces peuples-là, ont été exterminés par des méthodes d'expérimentation des Allemands. Alors, quand je vous dis que le but de la colonisation, ce n'était pas seulement de s'approprier, n'est-ce pas, des matières premières africaines, mais c'était aussi de se débarrasser de la population africaine. Là, vous venez d'être convaincus. En sorte qu'à chaque fois qu'on se pose la question, mais pourquoi nous détestent-ils? La réponse, elle est simple. Ils nous détestent parce que nos territoires sont riches. Mais il faut poser une autre question. Comment ça se fait que nous soyons encore en vie après toutes ces séries macabres de meurtres et d'expérimentations meurtrières? À cette question, il faut répondre fièrement. C'est parce que nous sommes résilients. Et l'occidental n'aime pas notre résilience. Non seulement nous déteste-t-il, n'est-ce pas, pour notre physique, il nous déteste pour notre résilience, il nous déteste aussi pour la richesse de nos territoires. Et aussi longtemps que l'occidental pensera en termes de richesse, aussi longtemps que l'occidental va primer le capital sur la dignité humaine, il continuera de produire des Derek Chauvin. Ne laissons pas l'arbre cacher la forêt. Le troisième moment fondateur de la fabrication du noir, c'est justement la néocolonisation. La décolonisation n'a jamais eu lieu. Elle a seulement changé de nom. Ça veut dire qu'on va coloniser les Noirs, qu'on va coloniser les Africains d'une autre manière, néocolonisation. On va les coloniser de manière nouvelle. Exemple, les pays africains ne sont plus des pays colonisés par la France, mais la France leur impose une monnaie. Les pays africains ne sont plus colonisés par la France, mais ils sont signataires, ces pays-là, de toutes sortes d'ententes secrètes avec la France, ententes au terme desquelles leurs ressources continuent d'être gérées par la France. Je vais vous lire un résumé de ces ententes secrètes, de ces accords secrets passés entre la France et les pays anciennement colonisés qu'on appelle, hélas encore, la France-Afrique. Je vous lis un extrait de ces accords secrets signés entre la France et les pays africains. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français.
sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC ou la CEDEAO. Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA sont africaines de par leur nom, mais ne décident d'aucune politique monétaire par elles-mêmes. Pire, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserve financière qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, parce que ces réserves sont détenues par l'administration du Trésor français. Les amis, c'est ça la néocolonisation. On n'est plus physiquement présent chez vous, mais nous allons signer des accords secrets avec vous, accords au terme desquels nous allons continuer à gérer vos ressources. J'en ai parlé dans une autre émission que j'ai présentée il y a quelques mois de cela. Allez réécouter l'émission et vous allez voir que rien n'a changé véritablement. Comment l'Occident arrive-t-il à produire le noir dans la néocolonisation? Eh bien, l'Occident produit le noir dans la néocolonisation grâce à ce que j'appelle l'arc-en-ciel zombificateur. Par arc-en-ciel zombificateur, j'entends les 5 piliers sur lesquels les pays occidentaux font reposer leur œuvre de néocolonisation. Les religions importées, qui sont tout simplement des outils idéologiques, l'école, les pays tuteurs nous proposent toujours de former notre jeunesse, de nous envoyer, n'est-ce pas, des coopérants, de nous envoyer des professeurs, former, n'est-ce pas, nos éducateurs, former nos maîtres. Ce faisant, ils sont en train tout simplement de programmer le cerveau de notre jeunesse, de programmer le cerveau de nos éducateurs, de telle sorte qu'on se soulève jamais contre leur plan macabre. Troisième pilier de la néocolonisation, ce sont les élites. Ce sont des élites transnationales, des élites qui sont tout sauf patriotiques. Par élite, j'entends les élites politiques qui nous dirigent et qui exécutent le plan et l'agenda des pays tuteurs. J'entends les élites économiques qui mettent en œuvre, n'est-ce pas, les plans des Bretton Woods Institutions, des institutions comme le FMI, comme la Banque mondiale. C'est pour cela que nos élites financières sont là. Par élite aussi, j'entends les élites intellectuelles, celles qui dans nos universités répètent ce qui est dit en Occident. Nos élites ne produisent pas de savoir, nos universités ne sont pas productrices de savoir. Nos universités sont répétitrices des savoirs occidentaux, en sorte que même nos centres éducatifs sont complices de l'épistémicide des pays tuteurs. On tue nos savoirs, on tue notre culture, on tue notre patrimoine culturel au nom d'une civilisation supérieure. Et vous savez quoi? C'est l'école chez nous qui fait ça. Alors, quatrième pilier de cet arc-en-ciel, ce sont les médias qui nous endorment, qui font dans le divertissement, tandis que les médias dans nos pays devraient faire ce qu'on est en train de faire là, conscientiser les masses, conscientiser les populations, conscientiser les peuples, mais les médias sont en train de nous faire rire, ils sont en train de nous parler de football, de tel joueur européen qui vient d'avoir le ballon d'or, ils sont en train de nous dire, de nous parler, n'est-ce pas, de telle vedette
aux États-Unis qui a perdu son chien. Les médias sont en train de nous parler du prince Philippe qui est mort, mais que Dieu ait son âme, mais on s'en fout d'une certaine manière. Mais pourquoi? Parce que on fait partie du Commonwealth. Le prince Philippe est mort et on doit être triste. Combien de nos jeunes meurent jour après jour par la famine? Tout le monde s'en fout, mais les médias ne colportent que des nouvelles occidentales. Et enfin, il y a l'émigration, les amis. Pourquoi je me retrouve à l'étranger aujourd'hui? Pourquoi vous vous retrouvez à l'étranger, vous? C'est parce que les pays occidentaux font en sorte que nos pays soient instables, en nous imposant des leaders pour lesquels nous n'avons jamais voté, en nous imposant, n'est-ce pas, des résultats bidons à la suite d'élections frauduleuses, en permettant que des dirigeants volent et se laissent corrompre, n'est-ce pas? Et tandis qu'il y a corruption, tandis qu'il y a instabilité, les cerveaux sont en train de partir, c'est l'hémorragie, n'est-ce pas, des ressources humaines. Comme ça, l'occidental, il est tranquille, les populations noires, les populations africaines ne vont jamais se soulever et ils vont continuer, les pays occidentaux, à voler nos matières premières. Donc, vous notez que être noir, c'est une fabrication occidentale. La question, c'est comment faire pour s'en sortir? Voyons quelques pistes de solutions. Il faut briser cette matrice, cette machine qui produit le noir à qui on assigne une place d'inférieur, comme dans les autobus d'Alabama. Le noir à qui on dit « vous n'aurez jamais un bon emploi », comme au temps de la ségrégation. Le noir à qui on dit « vous allez continuer à supporter tout l'enrichissement occidental, mais vous n'aurez que des miettes ». Cette machine-là, il faut la casser. Cette matrice qui produit des Derek Chauvin, au point que nous oublions qu'il y a une forêt, c'est cette matrice qu'il faut casser. Comment y arriver? Eh bien, il faut que dans nos pays, ce soit des gens sérieux et des gens patriotes qui fassent la politique. Tout commence par la politique, les amis. La politique dans nos pays, elle est faite par des gens chez qui il y a une absence complète de services communs. Des gens chez qui il y a une absence complète d'intégrité. Des gens chez qui il y a une absence complète de sentiments patriotiques. Des gens chez qui il y a une absence complète de vision du développement. Ce sont donc les 4 traits fondamentaux des politiciens que l'on retrouve chez nous. Il faut changer la classe politique. Il faut que des gens sérieux, des gens intègres, des gens compétents, des gens patriotes, des gens verticaux, qui peuvent regarder l'occidental dans les yeux et lui dire d'aller se faire foutre quand l'occidental veut nous imposer son agenda. Malheureusement, dans nos pays, les gens sérieux disent la politique, ce n'est pas fait pour moi. Malheureusement, dans nos pays, les gens compétents disent la politique, ce n'est pas fait pour moi. Aussi longtemps que nous allons continuer à dire ça, vous savez quoi? L'Occident va continuer à fabriquer des noirs qu'ils vont garder au bas de l'échelle. Nous devons, nous les gens sérieux, nous les gens patriotes, nous les gens compétents, nous devons faire de la politique chez nous. C'est la première piste de solution. Nous devons investir dans nos jeunes. Nous devons investir dans l'éducation. Malheureusement, nos pays ne sont pas à l'avant-pointe d'un domaine aussi important dans le développement que la production du savoir. Nous acceptons comme un fait accompli le fait que l'occidental nous envoie ses formateurs de maîtres. Nous acceptons comme un fait accompli le fait que l'Occident nous impose ses savoirs, alors que avant justement l'esclavage de 1450, l'Afrique était productrice de savoir. Pensez à tous ces grands empires au sein desquels on a retrouvé de grandes universités. Pensez à Tombouctou qui fut un centre universitaire. Pensez donc à l'Empire du Mali qui fut un centre rayonnant de par le monde à cause de ses productions de savoir. Eh bien, c'est comme si nous acceptons que le savoir, nous ne pouvons pas le produire et qu'il doit nous venir d'ailleurs. Nous devons investir dans l'éducation et investir dans la jeunesse, les amis. En parlant de la jeunesse,
Nous devons combattre la drogue. Il y a quelques semaines, j'ai montré à quel point la drogue chez nous, c'est une arme de guerre, c'est une arme neurologique. Nous devons protéger notre jeunesse contre les drogues et ne pas banaliser ces affaires, car c'est ainsi qu'on va continuer à garder nos populations soumises au plan macabre de l'Occident. Nous devons apprendre à remettre les pays tuteurs à leur place, les amis. Et vous savez, pour y arriver, il faut fermer certaines ambassades. Si vous dites à un Haïtien qu'il faut, pour le développement d'Haïti, envisager de fermer l'ambassade des États-Unis, ils vont croire que c'est impossible. Comme si c'est eux qui ont besoin des États-Unis, alors que les États-Unis ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Il faut envisager, dans certains pays africains, de fermer l'ambassade de France. Car aussi longtemps que vous avez des relations diplomatiques asymétriques avec ces pays tuteurs, vous n'irez nulle part. Il faut, comme piste de solution, institutionnaliser la diaspora. On s'est posé la question tout à l'heure, comment on va faire pour produire des savoirs? Eh bien, vous avez une manne de compétences. Vous avez une manne de savoir-faire dans les diasporas africaines. Nous devons faire comme le peuple juif, par exemple, qui a réintégré sa diaspora à son développement. Imaginez si chaque membre de nos diverses diasporas décidait de mettre ses compétences, ses savoir-faire, ses savoir-être, n'est-ce pas, au service de son pays respectif. Est-ce qu'on pourrait retarder encore notre développement? Mais mieux, imaginez avec les moyens que nous avons en Occident, nous les membres de la diaspora, si on décidait de transférer tous nos avoirs vers nos banques nationales, eh bien certaines banques occidentales feraient faillite. Voilà pourquoi les Occidentaux font tout pour qu'on ne prenne pas conscience de cela. Les Occidentaux font tout pour ne pas parvenir à l'institutionnalisation de la diaspora, car le développement de nos pays respectifs passe aussi par l'institutionnalisation des diasporas. Il faut réduire, cela va sans dire, l'influence des religions importées chez nous. Je ne cesserai de le dire, les religions ne sont jamais un espace de neutralité. Les religions ne sont pas là pour vous parler de spiritualité. Les religions sont en train de programmer notre cerveau et handicaper, pour ainsi dire, l'avenir, en nous prêchant ce que le blanc a toujours souhaité nous prêcher, cela depuis l'époque de l'esclavage. Et enfin, une autre piste de solution, c'est la construction de notre fierté identitaire. Vous savez, parfois ça me brise le cœur. Lorsqu'un noir est déçu d'un autre noir pour des raisons professionnelles, pour des raisons, je ne sais pas, relationnelles, certaines fois on l'entend dire, ah, vous savez, c'est ça l'homme noir, il faut pas dire ça. On n'est pas déçu de l'autre parce qu'il est noir. L'autre ne nous porte pas un mauvais coup parce qu'il est noir. Il y a d'autres ressorts en fonction duquel il porte le mauvais coup. Mais n'allons pas dire, comme au temps de l'esclavage, comme au temps de la colonisation, que l'autre m'a fait un mauvais coup parce qu'il est noir. Nous devons construire cette fierté identitaire, surtout auprès de nos jeunes. Vous voyez bien que pendant que l'Occident est en train de fabriquer un noir à sa mesure, un noir qui va rester inférieur, un noir qui sera toujours, n'est-ce pas, au plus bas échelon de la société, un noir chez qui le taux de chômage sera toujours 2 fois plus élevé, un noir qui sera toujours la cible de la brutalité policière, un noir qui sera toujours le cobaye des expérimentations macabres. Eh bien, nous avons pour mission d'envisager des pistes de solutions et de casser la matrice occidentale qui produit des noirs que des policiers vont tuer. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a été utile. Pendant qu'on doit pousser un ouf de soulagement pour la condamnation de Derek Chauvin, que la mort de George Floyd ne soit pas vaine, que la matrice occidentale ne soit pas oubliée, et surtout que l'arbre ne nous fasse pas oublier la forêt qui produit des Derek Chauvin qui vont tuer nos sœurs, qui vont tuer nos frères, qui vont tuer nos enfants. Merci de votre attention. On reste ensemble.
On continue à liker, on continue à partager, on continue à s'abonner et on continue surtout à réfléchir sur ce qui nous arrive en tant que Noirs et à faire connaître à qui veut l'entendre et à faire savoir à qui veut l'entendre. Nous n'allons plus rester au bas de l'échelle. N'oublions pas notre mot d'ordre depuis la semaine dernière, #réparation 2021. Nous n'allons plus attendre pour casser la matrice, nous allons tout mettre en œuvre pour que le noir soit considéré à sa juste valeur. On est ensemble, bonne semaine.